Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Anne-Sophie et je suis directrice du cycle 3 et du collège Living School qui se situe dans le 19e arrondissement de Paris. Et avant d'ouvrir le collège il y a quelques années, j'ai enseigné en maternelle et j'ai fait toute la primaire. Et j'ai eu envie évidemment d'appliquer tous les repères que nous impulsons dans notre école au collège avec les ados. Et je me suis rendu compte à quel point les repères, plus ils sont enseignés tôt, mieux c'est. Donc aujourd'hui, je suis ravie d'être ici, de contribuer avec ce thème qui est tellement important, tellement essentiel à résoudre. Je pense qu'on est tous conscients en ce moment de l'actualité. Et ce thème du harcèlement, malheureusement, ne tarit pas. Et nous avons vraiment besoin de prendre le taureau par les cornes. Et je vais essayer aujourd'hui de vous transmettre les repères que nous impulsons dans notre école. Les repères et aussi des outils, évidemment, que nous impulsons auprès de nos élèves, auprès de nos familles, auprès de notre équipe, pour non seulement prévenir le harcèlement, mais proposer toute autre chose à la place. C'est hyper important de ne pas juste focaliser sur le harcèlement ou toute autre violence, mais se dire qu'est-ce que chacun d'entre nous peut faire à son niveau pour mettre en place vraiment toute autre chose. Et j'ai la joie aujourd'hui de faire cet atelier, cette conférence en partenariat avec Innovation en Éducation Magazine, avec Julien Perron. Et du coup, de faire le lien avec ce magazine qui est sorti le mois dernier et qui est dédié au harcèlement et qui est une mine de ressources, que ce soit pour identifier les mécanismes, que ce soit pour agir, que ce soit des ressources à impulser aussi en classe. Donc je vous recommande vivement ce magazine. Et à la fin de la conférence, si nous avons le temps, évidemment, nous prendrons un temps pour les questions. S'il n'y a pas le temps, moi, je serai au stand juste en face, Innovation Magazine, Éducation Magazine, pardon, pour répondre à vos questions. Et vous dire, je travaille à Living School depuis 15 ans et Living School, sa raison d'être, c'est une école privée hors contrat. Et la raison d'être de Living School, c'est de permettre, par l'éducation et la formation, à l'émergence de citoyens épanouis, c'est très important, épanouis et responsables, qui contribuent à leur tour à un monde meilleur. On va voir que responsable, c'est pas un fardeau supplémentaire qu'on s'ajoute à soi en tant qu'adulte ou aux enfants, mais c'est tout simplement être capable, être conscient de son potentiel pour apporter des réponses. Vraiment dans le sens un peu anglais du mot responsibility, je suis capable d'apporter des réponses aux enjeux d'aujourd'hui. Et nous, aujourd'hui, on va ensemble découvrir des solutions pour prévenir le harcèlement scolaire. Et vous dire que notre terrain commun, notre conviction commune avec Innovation en Éducation Magazine, c'est évidemment, et je pense que c'est notre conviction à tous et toutes ici, c'est que l'éducation, c'est le levier fondamental. Levier fondamental d'épanouissement et de réussite. L'éducation, qu'elle soit parentale, évidemment, ou scolaire. Voilà dans les grandes lignes. Donc de quoi est-il question lorsque nous parlons du harcèlement scolaire ? Je ne vais pas développer le constat que nous connaissons tous. Maintenant, évidemment, ce sont des chiffres qui font froid dans le dos. C'est à peu près 1 million d'enfants qui, chaque année, sont victimes de violences, qu'elles soient physiques, verbales ou psychologiques. Malheureusement, il y a aussi des suicides associés. Je ne vais pas rentrer dans les chiffres parce que je pense que le premier déjà nous interpelle suffisamment. C'est évidemment une société qui génère pas mal de mal-être. Depuis le Covid, on voit une explosion de dépression chez les enfants et les jeunes. C'est également, tout ça est malheureusement amplifié par l'addiction aux écrans et les impacts que cela cause sur le lien social. Je pense qu'il est évident pour nous cet impact. Et finalement, et pas des moindres, les enjeux environnementaux qui ajoutent un caractère très anxiogène à tout ça. Donc le constat, il est vraiment dur. Maintenant, et c'est sur ce quoi aujourd'hui on va postuler et s'arrêter et prendre le temps d'en parler, c'est qu'aujourd'hui, il y a de nombreux programmes de sensibilisation et de prévention qui sont mis en place
notamment le plan phare dans les écoles publiques. Il y a également des dispositifs d'écoute et d'alerte, le fameux 3018. Et le savoir-être. Alors nous, à Living School, on appelle ça le savoir-être, mais c'est les compétences psychosociales, c'est les soft skills aussi. Le savoir-être, il est de plus en plus présent dans tous les débats liés à l'éducation. Et il est de plus en plus au premier plan. À Living School, le savoir-être est à la base de la pédagogie. À la base des savoir-faire, il y a le savoir-être. Donc on va voir ensuite en quoi ça aide à la prévention justement du harcèlement. Donc ce constat, c'est important de l'avoir en tête et surtout en cœur. Et lorsqu'il s'agit de harcèlement scolaire, outre le fait de prévenir, il s'agit avant tout et plus globalement de vraiment créer le terreau de sécurité intérieure. Moi, en Living School, on parle souvent de sécurité intérieure. Et c'est essentiel parce que la sécurité, ou plutôt l'insécurité intérieure, c'est le point commun entre les enfants qui harcèlent et les enfants qui sont harcelés. Ils souffrent d'insécurité intérieure. Et nous avons besoin de créer ce terreau finalement de sécurité intérieure qui va enclencher la confiance en soi, qui va enclencher l'affirmation. Être présent, dire stop, être ancré, droit dans ses bottes, ça commence par ma sécurité intérieure et ma confiance en moi. Donc c'est hyper important de ne pas juste se dire, voilà, on est dans la prévention du harcèlement. Non, on est aussi dans la création de quelque chose, création d'une dynamique, création d'une énergie, création d'une pédagogie, création d'un rapport à l'élève qui favorise la sécurité intérieure et qui ne permet plus justement que le harcèlement ou toute autre violence puisse s'implanter. Sur un terreau de sécurité intérieure, le harcèlement ne peut pas s'implanter. C'est très important. Et en fait, tout ça, ça implique, on ne va pas aujourd'hui parler trop de ce paradigme, de ce changement qui est ultra nécessaire, mais au global, la sensibilisation et la prévention, c'est génial, c'est important. Maintenant, nous avons besoin tous d'œuvrer pour un vrai changement de paradigme. Et je ne vais pas commenter tous ces points et principes, mais je vais insister aujourd'hui sur plusieurs, notamment le fait de passer de la compétition à la coopération, le fait également de passer du stress au plaisir, de passer, là je vais beaucoup insister, du jugement à l'empathie et même au non-jugement, et finalement de sortir uniquement de la tête et de voir chacun de nos élèves comme un être humain qui a plein de niveaux et pas juste une tête, et surtout qui a un cœur. Donc on pourrait prendre des heures et des heures sur juste ce changement de paradigme qui est vraiment nécessaire. Maintenant, aujourd'hui, on va vraiment focaliser sur des exemples concrets de comment commencer à l'impulser, ce changement dans nos classes. Alors ce changement, il passe avant tout par remettre le savoir-être, donc les compétences psychosociales au centre. À Living School, le savoir-être, il passe par plusieurs principes. Et notamment, le premier, c'est de postuler le plein potentiel de tous les enfants. Je reviendrai un peu plus tard sur ce que ça veut dire concrètement. Je vous ai parlé également du non-jugement, on va revenir dessus. Le fait de valoriser tous nos élèves. Et un point tellement essentiel, notre exemplarité à nous, adultes, que ce soit nous les enseignants ou alors les parents. Le repère intérieur, je reviendrai tout à l'heure dessus. Évidemment, le principe de coopération, la dimension de centrage aussi, qui est essentielle. Et le fait que le potentiel, ce n'est pas juste un corps qui agit, qui concrétise, c'est aussi un cœur, une dimension d'intellect et une dimension créative. Ça, c'est un peu les grandes lignes de notre pédagogie et le fait que l'ADN à Living School, de Living School, c'est le savoir-être et ça se démultiplie dans la pédagogie avec ces principes-là. Alors, pour commencer, parce que c'est la base, et si on veut un changement de paradigme, ça ne passera pas par les enfants. On dit souvent, laissons
Les enfants sont le futur et les enfants, ce sont eux qui vont changer le monde. Moi, j'ai plein de collégiens et plein d'élèves qui me disent « Non, 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 et vous alors? Votre responsabilité à vous dans tout ça ?» Et ils ont raison. Et nous avons besoin, pour prévenir le harcèlement, pour créer le terreau dont je vous parlais tout à l'heure, d'être exemplaire. D'être exemplaire, ça ne veut pas dire être parfait, évidemment, puisque personne ne l'est. Mais ça veut dire d'être dans une démarche globale cohérente. Cohérente, puisque si nous encourageons nos élèves à se positionner, à s'affirmer, à tout simplement être dans la coopération, nous avons besoin, nous, adultes, dans les équipes pédagogiques, de démontrer ces compétences psychosociales. Et nous formons énormément dans plein d'établissements avec Caroline Sos, qui est la créatrice de Living School, et on se rend compte que souvent déjà, dans les équipes, il y a énormément de choses à résoudre. Des conflits, parfois. Et nous avons besoin, pour accompagner les élèves, de faire preuve d'exemplarité et de prendre le recul nécessaire pour développer tout ce que nous souhaitons impulser auprès de nos élèves. Évidemment, c'est difficile. Maintenant, c'est extrêmement porteur et c'est la base. On ne peut pas impulser quoi que ce soit si à notre niveau, il n'y a pas cette exemplarité-là. Et évidemment, nous avons besoin d'être formés. J'ai une formation à l'enseignement, je pense comme beaucoup d'entre vous. Dans ma formation, à aucun moment on m'a parlé de ma confiance en moi. À aucun moment on m'a parlé de mon affirmation, de ma gestion de certains profils d'élèves qui pouvaient titiller mes cordes sensibles. J'ai pas eu ça. J'ai eu beaucoup de didactique. Aujourd'hui, heureusement, il y a beaucoup de formations qui accompagnent les professeurs, les enseignants dans leur propre savoir-être finalement. Et c'est essentiel parce que nous avons besoin, par rapport au harcèlement, d'être équipés. Et nous avons besoin de nous positionner fortement, tout de suite. Et évidemment, ça demande beaucoup de recul, ça demande d'être confiant, ça demande de se dire, bon, là maintenant je dois y aller, j'ai vu quelque chose, j'ai une intuition, est-ce que j'y vais ou pas? Est-ce que j'ai peur ou pas? Et la première étape pour justement prévenir le harcèlement, c'est de ne pas avoir peur, d'être confiant, de pouvoir s'affirmer, se positionner. Et c'est aussi d'impulser le savoir-être au quotidien, parce que les programmes et les dispositifs qui sont mis en place, ils sont géniaux. Maintenant, c'est souvent, si je résume, 3-4 interventions dans l'année, et c'est un peu comme on dit en anglais, des one-shot. Malheureusement, oui, effectivement, ça permet de réduire et d'accompagner les élèves, de développer l'empathie. D'ailleurs, les cours d'empathie sont maintenant encouragés. Maintenant, le savoir-être, c'est au quotidien. C'est au quotidien. Et en tant qu'enseignants, nous n'avons pas à avoir peur de perdre du temps sur le savoir-être. Quitte à, évidemment, ne plus être dans la course au programme, même si c'est évidemment notre objectif numéro 1. Non, ce n'est pas notre objectif numéro 1. On ne peut pas avancer avec des élèves qui, en termes de santé mentale, en termes de savoir-être, ne sont pas disponibles. Et du coup, vous ne perdez jamais de temps à faire des temps de savoir-être en classe. Tout à l'heure, je vous dirai des rituels que nous faisons à Living School et qui sont quotidiens. Et qui prennent du temps. Maintenant, qui sont un gain de temps pour tout ce que ça crée par la suite. Ce fameux terreau dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ça, c'est l'exemplarité des adultes à l'école. Maintenant, il y a aussi évidemment, ce que vous allez me dire, c'est bien beau tout ça. Mais moi, si je tricote, et à la maison, tout est détricoté, ça ne sert à rien. Et vous avez raison de le dire. Mais c'est pour ça que nous avons besoin d'accompagner les parents. Quand je dis nous, ce n'est pas forcément nous les enseignants, évidemment. À Living School, ça fait partie intégrante de la pédagogie. Nous avons des ateliers de parentalité, nous proposons des conférences aux parents, pas forcément animées par nous, mais par des experts sur différents sujets. Maintenant, nous avons besoin de faire prendre conscience aux parents que l'épanouissement de leurs enfants passe par le leur. Et on sait bien que souvent, des enfants qui sont ou victimes de harcèlement ou qui harcèlent, évidemment, à la maison, parfois, il y a beaucoup de repères qui ne sont pas ancrés. Et du coup, nous avons besoin d'accompagner les parents, mais pas dans la culpabilité. Et ça, c'est pas évident, mais c'est essentiel. C'est 0% culpabilité, 100% responsabilité. Et comme j'ai dit tout à l'heure, la responsabilité, c'est dans la capacité que chaque individu a, parent ou non, d'apporter des réponses. Et aucun travail ne pourra être fait
en prévention sur le harcèlement si les parents ne sont pas inclus pleinement. Et inclus dans le non-jugement. On en reparlera dans quelques minutes. Et évidemment, les parents ont aussi besoin d'être accompagnés pour rester centrés. Centrés, rester calmes, pour pouvoir apporter une réponse. Parce que si je pars en réaction, si je suis décentrée, évidemment, la réponse ne sera pas adaptée. Et ça, c'est un vrai travail pour les parents qui peut tout à fait être fait en partenariat avec l'école. Alors, le non-jugement, j'en ai beaucoup parlé depuis que j'ai démarré cette conférence. Et le non-jugement, ce n'est pas le monde des bisounours. Pas du tout. Parce que quand j'en parle, souvent on me dit non-jugement, mais n'importe quoi. L'esprit critique, c'est hyper important. Oui, le non-jugement n'empêche pas l'esprit critique, ni le discernement, au contraire. Mais le non-jugement, c'est de développer. C'est comme un entraînement au quotidien de se dire, est-ce que je peux ne pas me juger moi-même déjà au quotidien négativement et les autres. J'insiste beaucoup sur le soi-même. On travaille beaucoup ça avec les parents. Et en fait, le non-jugement, j'ai un élève qui nous a rejoint en 4e. Et moi, je parle de non-jugement tous les jours. Et je leur demande de faire des petits bilans en fin de trimestre. Et cet élève qui s'appelle Tonino dit dans son bilan, l'ambiance de classe est super. Et j'ai découvert le non-jugement, ça change la vie. Et j'étais très heureuse qu'ils disent ça, parce que ça change la vie, le non-jugement. C'est une gymnastique. Et pourtant, c'est ultra nécessaire, puisque ça nous permet, quoi qu'il arrive, quels que soient les enjeux que nous rencontrons par rapport à nos élèves, d'avoir la vision globale. De les voir évidemment dans la problématique, mais pas que. De voir aussi leur potentiel. On va en parler dans quelques minutes. Et je vous ai mis une photo d'une charte. Alors, ça se voit, je pense que vous ne voyez pas tous, mais je vais vous dire ce qui m'a interpellée sur cette charte. Donc, nous formions dans un collège et sur les murs, il y avait des chartes, ce qui est une super idée d'impliquer les élèves dans le règlement intérieur, les chartes, etc. Et cette première phrase m'a interpellée. Je garde mon jugement sur les autres pour moi. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Et si on encourageait ces élèves à être dans le non-jugement finalement, et pas forcément à garder leur jugement pour eux. C'est comme si j'autorisais à critiquer négativement et à juger, mais surtout, garde-le au fond de toi, c'est mieux. Aïe, aïe, aïe. Évidemment, là, j'ai mis qu'une partie. Le reste de la charte, c'est vraiment hyper porteur. Mais allons un cran plus loin et parlons du non-jugement au quotidien à nos élèves. C'est pas évident, évidemment. Moi, j'ai des élèves qui arrivent en 6e, 5e, 4e, qui n'ont jamais exprimé leur ressenti dans une classe, qui ne savent pas ce que c'est le jugement ou le non-jugement. Mais si on en parle tous les jours avec conviction, même si au début, ils nous regardent avec des yeux, mais qu'est-ce qu'elle raconte, c'est quoi ce truc? Je vous garantis que progressivement, c'est quelque chose qui s'intègre. Et ils vont même être ambassadeurs du non-jugement les uns envers les autres. Et je vous raconterai un rituel que vous pouvez mettre en place dans vos classes dès demain, qui permet le développement du non-jugement. Donc voilà, le non-jugement, ce n'est pas le monde de bisounours, je le rappelle. Ça n'empêche absolument pas le développement du discernement et la vision globale. Mais c'est la vision globale. Nous avons tous un immense potentiel et nous avons tous aussi un potentiel qui est frustré et contrarié. Alors, le non-jugement en classe, c'est clairement un principe que chacun fait du mieux qu'il peut avec ce qu'il a, ce qu'il est et ce qu'il sait à un moment donné. Et ce qui est important dans cette phrase, c'est que ça ouvre à l'évolution de chacun. Ça ne étiquette personne. Et que chacun fait du mieux qu'il peut à un moment donné. C'est important de l'appliquer aux parents aussi. Quand on a des parents en réunion, on a besoin d'aborder des choses qui ne sont pas évidentes. Être nous dans le non-jugement et se dire, ces parents font du mieux qu'ils peuvent. Même si le cadre n'a pas l'air du tout dans ce sens, ne va pas dans ce sens, si. Ces parents, ils font ce qu'ils savent, ce dont ils ont conscience, à un moment donné de leur vie. En classe aussi, c'est mettre le négatif au passé. C'est pas la méthode Coué, c'est pas un coup de baguette magique, mais ça ouvre aussi. Ça permet aux élèves de se dire, ça peut changer. Jusqu'alors, j'avais des difficultés en mathématiques, ça peut changer. Et pareil, les élèves, ils s'emparent de cette consigne et ils se l'appliquent les uns envers les autres. Et finalement, valoriser le potentiel de chacun et gérer le potentiel frustré et contrarié de chacun aussi. Vous allez voir en quoi ça consiste.
Donc à Living School, la première chose que nous enseignons à nos élèves, c'est qu'ils ont tous un immense trésor intérieur. Tous. C'est le potentiel. Et c'est pas qu'un potentiel dans la tête, hein. C'est un potentiel dans le cœur, dans le corps. C'est la créativité aussi. À tout moment, c'est la première chose qu'on leur enseigne, même quand ils arrivent en quatrième. Hein. On leur parle de leur grand trésor, mais on leur parle de leur potentiel. Et on leur dit aussi qu'ils ont tous un potentiel qui est frustré et contrarié, qu'on appelle, pour les plus jeunes, le crocodile, et qui est leur ego négatif. Et moi, ce que je leur dis souvent, c'est qu'eux, ils ont de la chance, c'est des enfants. Et du coup, leur croco, c'est comme un gros oignon qui a plein de couches. Mais les enfants, ils ont de la chance, ils n'ont pas beaucoup de couches d'oignons, d'ego. Nous, les adultes, parfois, on en a beaucoup. On en a beaucoup. Et ce n'est pas un jugement, c'est une réalité. Quand on n'a pas forcément travaillé sur soi, l'oignon, il a beaucoup de couches. Et je dis aux enfants, vous avez de la chance. Vos couches à vous, elles sont toutes fines. Vous pouvez encore leur mettre un coup de pied aux fesses. Bon, là, je plaisante, mais c'est exactement ce que je leur dis par rapport à ces couches d'oignons. Et qu'on peut s'en délester de ces couches d'oignons. Le croco, ce n'est pas une fatalité. On en a tous. Et on l'aura toute notre vie. Mais le pouvoir qu'on lui donne à ce croco, c'est important. Et du coup, on accompagne nos élèves pour qu'ils ne fassent pas l'erreur d'identité de croire qu'ils sont leur croco et qu'ils n'ont pas de potentiel, que le croco prend toute la place. C'est absolument pas ça. Ils sont leur potentiel. L'enfant, il naît avec un immense potentiel. Et après, il a des impacts au fur et à mesure de sa vie qui fait que le potentiel frustré et contrarié se développe aussi. Mais attention, on est notre potentiel et on a un croco. Et ça ne déresponsabilise pas, hein. Au contraire, quand je sais que j'ai un croco que je peux gérer, à qui je peux dire, oula, couchez le croco, je t'ai vu venir, j'ai pas besoin de toi là. Et on va voir, il y a plein de façons de cultiver le potentiel et aussi de gérer le croco. Donc évidemment, un rituel très simple à mettre en place pour cultiver le potentiel, c'est les cahiers de réussite. Ça, c'est un rituel à Living School, nous faisons toutes les semaines, parfois plusieurs fois par semaine. Un cahier où les enfants notent leur réussite. Et ça permet vraiment de les reconnecter à leur force de vie, à leur qualité. C'est tout bête comme rituel. Et pourtant, c'est tellement porteur. Je vous encourage dès demain à mettre ça en place dans votre classe. Vous allez voir à quel point c'est porteur. Et les copains qui s'entraident, quand il y a un copain qui a une panne de réussite. Ah, mais j'en ai pas, moi. Mais comment ça, t'en as pas? Mais si, tu te souviens, tel jour, mais hier. Et quand un enfant manque de confiance en lui, il reprend son cahier de réussite. Regarde ton cahier de réussite. Tu vas voir tout ce que tu as déjà concrétisé, dépassé comme peur ou comme défi. Donc ça, c'est un défi. Oui, c'est un défi aussi à mettre en place. C'est un rituel très simple et extrêmement porteur. Et appliquez-le vous à vous-même d'abord. Vous verrez, toutes les personnes que nous avons formées qui nous disent « Ah, ça marche pas trop dans ma classe, ça marche pas. » Mais est-ce que tu y crois? Est-ce que tu l'as mis en place pour toi? Oh non. Aïe. Là, malheureusement, ça risque tu risques pas de transmettre, évidemment, puisque tu n'y crois pas à la base. Là, le punching ball, d'après vous, qu'est-ce que ça vient cultiver? Ça vient cultiver le potentiel ou ça vient dire stop au croco? D'après vous? Comment? Stop au croco. Et ça touche aussi le potentiel. C'est les deux. C'est ça qui est génial. Un punching ball dans toutes les entreprises, dans toutes les écoles, ça ferait du bien à tout le monde. Je vois des sourires. Hyper important. Le fait de donner le droit aux élèves d'aller décharger leurs émotions négatives. Et attention, le punching ball, ça n'est pas je vois la tête de quelqu'un dans le punching ball et je tape dessus. Hein. On fait de la prévention à chaque fois, mais t'as de l'énergie négative, c'est ok, ça arrive. Maintenant, il est hors de question, on met un cadre, hein, que ça atteigne qui que ce soit ici. Tu vas décharger. Et ce qui est super, c'est que progressivement, les élèves s'approprient le punching ball et ils vont d'eux-mêmes. Ah là, Anne-Sophie, je sens que ça monte là. Je sens que ça monte, j'ai besoin de décharger. Allez, go. Et ça fait vraiment du bien. Là, je vous donne juste le cahier de réussite et le punching ball. C'est deux choses à mettre en place très facilement dès demain. Et on encourage évidemment les familles à le mettre en place à la maison. Et s'il n'y a pas la place pour un punching ball, il y a la place pour un coussin de recentrage. Un gros coussin qui permet d'aller taper dedans. Et ce punching ball est utilisé par les grands et les petits. Hein. Ce n'est pas juste les élèves.
Moi, je me souviens d'un élève qui, une fois, me dit « Oula, Anne-Sophie, je pense que tu as besoin de taper dans le punchy ball parce que tu parles comme ça. » J'avais les dents qui se serraient. Il a dit « Oula ». Je dis « Oui, oui, tu as raison ». Et je suis allée décharger et je suis revenue et ça allait mieux. Donc vraiment, soyez exemplaires aussi. C'est hyper important. C'est des outils qui sont porteurs si nous-mêmes, nous les appliquons. Et évidemment, quand il s'agit de harcèlement, on sait qu'un des mécanismes forts dans le harcèlement, évidemment, c'est le mécanisme de groupe, le repère extérieur. Bien sûr, oui, tout à fait, tout à fait. Et je vous ai mis mon adresse mail ici, si vous voulez me contacter, parce qu'effectivement, nous formons les enseignants, les écoles, effectivement. Donc, il n'y a pas de souci. Mais du coup, revenir à ce repère intérieur, repère extérieur. Ça, c'est un exemple de la théorie que nous dispensons à nos élèves. Là, ici, il s'agit d'identifier tous les repères extérieurs qu'il y a pour cet élève. Vous voyez ici, c'est des repères extérieurs qui ne sont pas uniquement des repères extérieurs enfants, c'est des repères extérieurs également adultes. Mais l'objectif, c'est vraiment de développer le repère intérieur des élèves pour ne pas qu'ils donnent tout le pouvoir, vous voyez cette flèche rouge là, qui donne tout le pouvoir à l'extérieur. Et une expérience que l'on fait avec nos collégiens notamment, et nos plus jeunes, c'est de leur donner une pelote de laine. Ils sont au centre et ils lancent la pelote de laine à des enfants qui représentent les repères extérieurs qu'ils ont nommés avant. Et au fur et à mesure qu'ils remettent cette pelote de laine à ces enfants et qu'ils la récupèrent, ils se retrouvent dans une toile, prisonnés. Et on leur demande de couper tous ces repères extérieurs. Attention, ça ne veut pas dire que je me coupe de tout l'extérieur et j'écoute pas les conseils. Il y a des repères extérieurs qui sont positifs. Mais je ne donne pas tout le pouvoir à l'extérieur. Si l'extérieur change d'avis, ne va pas dans mon sens, est-ce que je suis déstabilisée ou non? Donc on travaille tous ces repères à Living School avec nos élèves. On leur présente les schémas comme ça, avec effectivement le fait de récupérer son pouvoir, récupérer son potentiel. Il ne s'agit pas d'entrer nous ensuite dans un rapport de force, évidemment. Je ne récupère pas mon pouvoir pour l'imposer, je récupère mon potentiel, ma force de vie. Ça se travaille tous les jours. Je ne vous dis pas que c'est un coup de baguette magique, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours, on en parle. Et c'est très fort parce que nos anciens élèves, quand ils quittent Living School et qu'on les revoit, ils nous disent « c'est le repère qui me sert le plus à l'extérieur », évidemment. C'est le repère. Oui, alors par exemple, on avait un élève qui faisait du cirque en dehors de Living School et qui a eu une instructrice qui était très, très, très stricte et un peu trop même à son goût. Et en fait, c'était fort parce qu'il nous a exprimé ça. Il nous a dit, voilà, je fais des cours de cirque et je sens que l'instructrice, elle crie beaucoup et elle est très, très stricte. Et nous, on lui demande, mais du coup, comment tu te positionnes, toi? Elle dit, bah déjà, je sais que quand elle dit que je suis nulle, c'est pas vrai. Je sais qu'au fond, j'ai mon potentiel, j'ai un bon repère intérieur. Mais surtout, ce qui me fait de la peine, c'est que j'ai l'impression qu'elle ne sait pas qu'elle-même, elle a un immense potentiel. Et là, je me dis, mais c'est génial, finalement. Il a tout compris. Il n'est pas dans le jugement. Il garde la notion de sa propre valeur, finalement, de ses propres qualités. Et en même temps, il se dit, ah, c'est dommage. Si seulement elle pouvait sentir aussi qu'elle a un immense potentiel et qu'elle peut repositionner les choses. On a des élèves qui quittent Living School et qui se retrouvent dans un contexte scolaire où il y a beaucoup d'insultes, par exemple. Nous, on a une centaine d'élèves, donc c'est un contexte très école à taille humaine. Donc on se connaît tous, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on intervient directement. Et ces élèves me disent, j'ai eu des insultes, mais j'ai vraiment... je me suis connectée à mon repère intérieur et j'ai imaginé que j'avais une cape un peu comme Harry Potter. C'est pas la cape d'invisibilité, mais j'avais une grande bulle autour de moi et ça ricochait. Ça, c'est de l'imaginaire aussi positif qui est développé avec le repère intérieur. Mais c'est fondamental. C'est fondamental. Il y a un livre super des éditions pour penser qui s'appelle La fée sans aile, que je vous recommande pour introduire la notion de repère intérieur, repère extérieur. La fée sans aile. Je ne peux pas entrer dans le détail. Niveau timing, juste. Il reste combien de temps? 15 minutes? Super. Mais du coup, le repère intérieur, repère extérieur, c'est clairement un repère essentiel et qui permet aussi, quand on est dans le repère intérieur, de se responsabiliser. Et encore une fois, ce n'est pas le fardeau,
c'est juste, je peux apporter des réponses. Ça, c'est très, très important. Et il y a une question qui est très forte, qu'on pose souvent quand il y a des conflits. C'est la question au fond, qu'est-ce que tu ressens? Au fond. Le au fond, il compte énormément. Parce que quand, à froid, vous demandez à un élève qui harcèle et vous lui dites, mais au fond, je suis sûre que ce n'est pas ce que tu veux, je peux vous garantir que cet élève ne va pas vous dire oui. Qu'au fond, il veut être harceler les autres. Au fond, c'est vraiment, c'est pas magique, mais ça permet vraiment d'aller chercher au fond de l'élève son cœur finalement. Parce qu'il a quand même du cœur, cet enfant. Certes, avec plein de couches d'oignons autour, malheureusement, qui se sont logées, mais n'oublions pas que tous les enfants ont un immense potentiel. Et là, ce qui est fort, c'est pas juste le repère intérieur, qu'est-ce qui est juste pour moi. C'est pas quelque chose qui rend égocentrique, hein. C'est qu'est-ce qui est juste pour moi et pour tous. Alors, un rituel qui est pour moi un des plus porteurs au quotidien, c'est de démarrer chaque journée par un éveil corporel et un éveil cœur-porel. Nous le faisons tous les matins avec tous nos élèves de la maternelle à la 3e. Tous les matins, nous prenons 10 à 20 minutes. Nos élèves arrivent, il y a un accueil, on se pose tous en rassemblement, même au collège, on fait un grand cercle. Et nous allons d'abord, évidemment, réveiller le corps. Et je suis très heureuse parce que nos collégiens se font des massages. Nos collégiens, j'aurais jamais cru, parce que le rapport au corps à ce moment-là, attention, quand il y a des massages, c'est pas sur une table couchée, c'est des trains, des massages. Ils ont vu les maternelles le faire, ils ont dit pourquoi on le fait pas nous? Je dis mais allez-y, avec le toucher sain évidemment, mais je suis super heureuse de voir que des choses que je ne pensais pas applicables au collège parce que c'est l'adolescence, ils sont demandeurs. Donc l'éveil corporel, c'est des respirations, c'est de la brain gym, donc c'est plein de choses qui permettent de relâcher les tensions. Parce que souvent, nos élèves arrivent déjà avec un niveau de stress et de tension très, très costaud. Et c'est aussi un moment pour ouvrir son cœur. Parce que l'éveil corporel est suivi d'un éveil cœur-porel. Et là, les élèves choisissent. Souvent, c'est un cercle de gratitude. Parfois, c'est un cercle juste de valorisation. Parfois, c'est je me valorise. Parfois, je valorise l'autre. Et là, récemment, pour que vous voyez à quel point c'est pas bisounours, j'ai un élève, le fameux Tonino qui disait que le non-jugement, ça change la vie, qui me dit « Anne-Sophie, est-ce qu'on pourrait se renvoyer des points d'amélioration pendant l'éveil corporel ?» Oui, maintenant, vous savez dans quelles conditions vous pouvez vous faire des retours comme ça. Oui, dans le non-jugement. Très bien, avec bienveillance, très bien. Et là, j'ai été super surprise, agréablement surprise, parce qu'ils ont réussi à se faire miroir de points d'amélioration et de façon vraiment juste, sans jugement. Et en face, je me suis dit, tiens, comment les uns les autres vont réagir? J'ai un élève qui a dit, par exemple, à une élève qui a énormément évolué dans son savoir-être, tu sais, Anna, avant, tu étais comme une brique. Et maintenant, tu es comme du beurre. Et croyez-le ou non, Anna, elle a ri et elle a dit, ouais, c'est vrai, tu as raison. Et je me suis dit, mais c'est juste génial que les élèves puissent se faire ce retour, parce qu'on travaille ça tous les jours, dans le non-jugement, et que ça puisse être pris avec le sourire. Et c'est vraiment une dynamique, on fait ça tous les jours, vous voyez ce que je veux dire? Donc il n'y a pas ce truc de se dire, il fait ça pour me... Il n'y a pas Les élèves ressentent la bienveillance derrière tout ça. Et c'est pas bisounours, encore une fois, c'est juste le non-jugement quand il est appliqué tous les jours et qu'on leur donne la chance d'exprimer leur ressenti. Parce que c'est ça. L'éveil corporel, c'est un temps de partage de ressenti. Et tous les plans de prévention au harcèlement encouragent l'expression du ressenti. Mais si on dédie ça à 3 interventions dans l'année, ça ne suffit pas. Tous les jours, nous avons besoin d'exprimer le ressenti. Pas pendant des monologues, mais juste le dire. Le dire quand c'est positif et le dire quand c'est négatif pour évacuer aussi. Donc c'est hyper important ce temps de partage des ressentis et c'est évidemment un temps de valorisation qui est individuel et collectif. Et qui fait que dans ce terreau de valorisation, les dynamiques de harcèlement, c'est très difficile pour un élève de mettre ça en place. Bon, déjà, il n'en a pas forcément envie, évidemment, mais surtout, on se valorise tous. Quand je réussis, je ne prends pas la place de quelqu'un. Quand je gagne, oui, quand je gagne, il y a un perdant. Mais quand je réussis, les autres aussi peuvent réussir.
Et du coup, ça, c'est un rituel vraiment, vraiment, vraiment. Moi qui ai fait les matères, qui ai fait toutes les primaires et qui suis avec des collégiens en ce moment, pour moi, c'est le rituel quotidien le plus porteur qui soit. Parce qu'on commence la journée sur les meilleures bases, qu'elles soient physiques ou du cœur. Et on commence la journée, vous imaginez, en termes de ressenti, on n'est pas dans le rush du « allez, faire ». Non, non, être d'abord, être, c'est la base, la base. On revient à ce changement de paradigme dont je vous parlais tout à l'heure. Et je vous partage également 2 règles que nous avons dans notre règlement, dans notre charte, qui sont pour moi essentielles. Et encore une fois, c'est du bon sens, c'est de l'évidence, mais c'est pas toujours évoqué, c'est pas toujours énoncé, c'est pas verbalisé, et c'est trop dommage. Et clairement, quand je dis au quotidien, je prends soin de moi et des autres, je contribue à créer le terreau qui empêchera le harcèlement d'y mettre ses graines et ses racines. Je prends soin de moi et des autres. Ça, pareil, on le dit constamment, que ce soit à la récréation, le matin, je prends soin de moi et des autres. Et la réussite que j'ai déjà un peu évoquée il y a quelques minutes, c'est le « nous réussissons ensemble ». Et ça a besoin d'être affiché en grand dans toutes les classes. Je prends soin de moi et des autres et nous réussissons ensemble. Il y a d'autres règles, évidemment. Là, j'ai insisté sur celles qui, pour moi, sont porteuses pour la prévention au harcèlement scolaire. Et un point qui n'est pas une règle, mais qui est essentiel aussi, c'est que lorsque ces règles ne sont pas respectées, il y ait des conséquences qui soient porteuses et qui permettent à l'élève de revenir à son cœur. Il y a des sanctions qui peuvent être multiples et variées, mais si par exemple en maternelle et en primaire, un enfant tape à un autre enfant, par exemple, la conséquence, ça peut être tout simplement que le lendemain, tu seras l'ange gardien de cet enfant. Tu vas recréer un lien avec cet enfant en lui proposant un dessin, en l'aidant à mettre son manteau, ça peut être en proposant un jeu à cet enfant en récréation. On veille vraiment à ce que le lendemain ou les jours qui suivent, l'enfant reconstruise un autre lien avec cet enfant qui l'a tapé ou qui l'a critiqué. C'est hyper important. Et ne partez pas du principe que non, c'est pas possible, n'importe quoi. Ne partez pas de ce principe-là. Si vous partez du principe que c'est pas possible, je vous annonce, ça n'arrivera pas. Si vous le faites, si vous le mettez en place, si vous y croyez, si ça marche pas la première fois, c'est pas grave, vous le refaites. Et vraiment, ça portera des fruits. Parce que vous savez bien qu'au fond, tous les enfants veulent jouer, veulent s'amuser. Et au fond, leur objectif principal quand ils vont en récré, c'est pas « je vais taper quelqu'un ». C'est pas ça leur objectif au fond. Leur objectif, c'est « je vais m'amuser ». Donc revenez à ce terrain commun de « t'as envie de t'amuser, n'est-ce pas ? Bon, demain, tu vas le faire avec ce copain parce que je suis sûre que tu veux lui montrer que tu as un grand cœur. » Aucun enfant à froid ne vous dira « non, je n'ai pas envie de lui montrer mon grand cœur, mon grand trésor ». À froid, évidemment, c'est pas tout de suite quand il est dans son croco. Voilà, mais pensez à ces conséquences porteuses qui remettent l'enfant dans sa globalité. Pas juste « je suis méchant ». Non, aucun enfant n'est méchant. Les enfants ont des comportements parfois méchants, violents, etc. Mais personne n'est méchant. C'est hyper important. Et pour terminer, je vous recommande vivement, évidemment, les magazines Innovation et Éducation qui sont vraiment des clés pour les professionnels de l'éducation et les parents dans leurs choix éducatifs et pour des choix éducatifs qui sont respectueux des enfants, des familles. Et le stand est juste en face, j'y serai après pour ceux qui veulent me poser des questions. Et si vous voulez en savoir plus sur notre pédagogie, je vous recommande vivement le livre de Caroline Sost, qui est la créatrice de Living School, qui a écrit le livre S'épanouir à l'école et qui, ce que je viens de vous dire en 45 minutes, elle le développe avec plein d'exemples, plein d'autres repères. Et je vous montre très rapidement des choses comme ça, que les repères qu'on impulse. Ça, c'est de la théorie de la psychologie d'évolution qu'on présente à nos élèves dès la maternelle. Ce n'est pas des choses qui tombent de nulle part, c'est vraiment de la théorie, des repères quotidiens qui sont affichés dans les classes. Vous voyez là, c'est les 4 niveaux du potentiel. On explique le fonctionnement du comportement humain, de nos élans, de nos frustrations. Et là, c'est en maternelle, comment on le met en place. Et là, c'est chez les plus grands. Donc tout ça, c'est au quotidien. C'est des séances de savoir-être hebdomadaires
On leur parle aussi de la communication de potentiel à potentiel. J'ai malheureusement pas le temps de vous parler de tout ça, mais vous pourrez retrouver ces repères dans nos formations que nous proposons régulièrement 2-3 fois par an à Living School pour les professionnels de l'éducation. Et si vous êtes intéressé uniquement en tant que parent, on propose aussi des ateliers de parentalité sur l'autorité juste et bienveillante, sur la confiance en soi. Et ne pensez pas qu'en venant à un atelier sur la confiance en soi, vous travaillez la confiance en soi de vos enfants. Si vous venez à un atelier de parentalité sur la confiance en soi, vous travaillez votre confiance en vous. C'est logique, parce que c'est votre confiance en vous qui, par cascade, va déployer celle de votre enfant. Ne vous méprenez pas. Il y a beaucoup de parents qui arrivent. Bon alors, c'est quoi les outils pour mon enfant? Et on dit non, 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 c'est toi qui vas bosser aujourd'hui. Wouh! Mais c'est ça qui fait avancer. Sortir de la zone de confort pour tous. Et donc je vous ai dit les ateliers de parentalité, on a des conférences aussi, notamment je vous ai rencontré lors d'une conférence égalité filles-garçons. C'est pas moi qui l'animais, c'est une experte sur le sujet. Mais voilà, on propose toute une offre de formation à nos parents, c'est obligatoire pour nos parents. Ils ont 2 ateliers à faire et parfois des coachings parentaux quand il y a des problématiques importantes. Toujours dans le 0% culpabilité, 100% responsabilité. Et nos formations pour les enseignants, c'est des formations sur 2 jours. Nous formons en intra à Living School où nous nous déplaçons quand les équipes souhaitent être formées. Voilà, voilà. Et souvent, les équipes sont formées après qu'une personne se soit formée chez nous et qu'elle ait eu le courage de s'affirmer pour que toute l'équipe bénéficie d'une formation au savoir-être. Voilà, voilà. C'est terminé pour moi. Je vous remercie pour votre attention et je crois qu'on a 3 minutes peut-être pour des questions. Sinon, je serai juste en face au stand d'innovation en éducation. Est-ce que vous avez des questions? Oui? Alors oui, on n'a pas d'atelier, on fait une conférence spécifique. Après, on n'est pas expert du sujet, mais en déployant ces repères au quotidien, on donne aussi à nos élèves le pouvoir de mieux discerner aussi les impacts que ça crée pour eux, les écrans. Mais évidemment, le sujet, il est hyper vaste. Le plus tôt, le mieux, mais il n'est jamais trop tard au collège non plus. Et moi, ce que je recommande, c'est vraiment l'accompagnement des parents. Parce que c'est les parents qui ont besoin de poser aussi le cadre. C'est important que les élèves aient le discernement, évidemment, mais il y a déjà des élèves qui sont trop accros, trop déjà dans l'addiction. Et là, c'est les parents qui ont besoin d'être accompagnés pour poser le cadre nécessaire. Et voilà, malheureusement, je ne suis pas spécialiste par rapport aux réseaux sociaux, mais spécialiste de comment faire en sorte que dans le contexte scolaire, on déploie des repères qui vont vraiment alimenter l'empathie et le non-jugement, et donc pas le harcèlement. Voilà, voilà. Vous avez une autre question, non? Je serai juste en face de toute façon. Voilà, voilà. Si vous voulez mon adresse mail pour avoir nos formations, n'hésitez pas. Merci beaucoup.